Et donc, c'est une solution, c'est une application à destination des SAD et des SIAD et qui a pour objectif, du coup, de remplacer le cahier de liaison papier par une application qui se veut simple et intuitive. Et c'est une application qui, du coup, vient de Suède et qui a été créée par Katarzyna, qui est psychologue spécialisée dans les troubles cognitifs et qui avait créé cette application à la base pour faciliter l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs. Et c'est avec ces valeurs-là que aujourd'hui nous sommes en partenariat avec AGED depuis maintenant 2 ans, je dirais. Et voilà, et moi, personnellement, j'ai eu une courte expérience en tant qu'auxiliaire de vie auprès d'un jeune homme qui est atteint de trisomie. Donc, j'ai accompagné ce jeune homme pendant 1 an. Donc, d'où mon intérêt d'être chez Minity aujourd'hui. Voilà. Merci, Adrien. Est-ce que Camille, je t'avais vu enlever le micro, si tu veux prendre le relais? Oui. Donc, je m'appelle Camille Costa Duvernay. Je suis la responsable de France Présence Voiron. Donc, France Présence, c'est une agence d'aide à domicile qui se situe en Isère. Donc, nous participons aux formations qui sont faites par Charlet pour la méthode Montessori et nous appliquons aussi l'application de Minity. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir témoigner. Merci, Camille. Qui veut prendre le relais entre… Ah, Caroline, j'ai vu ton micro déjà. On peut prendre la suite. Donc, nous sommes à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, à Thomery plus exactement, dans la maison partagée Maison des Cultures. Donc, c'est une maison partagée pour des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Et donc, moi, je suis Caroline, je suis psychomotricienne et je suis une des fondatrices de la maison et aujourd'hui, en fait, coordinatrice de la maison partagée. Et moi, je suis Isabelle Borg, donc je suis auxiliaire de vie en totale reconversion. Ce n'était pas du tout mon métier. À la base, j'étais plutôt dans l'administration des ventes d'un grand groupe sur Paris. J'ai tout laissé tomber pour voilà, changer de métier, surtout quand j'ai connu le projet ici. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille auprès de Caroline sur le domicile partagé. Merci, Caroline. Merci, Isabelle. Véronique, à toi. Et merci. Je m'appelle Véronique et j'ai le cadeau de la vie de diriger cette entreprise qui s'appelle AGED Montessori Lifestyle depuis sa création, donc depuis 12 ans maintenant. Super. Donc, du coup, on va démarrer. Avant de démarrer, il y a juste 2-3 petites infos techniques qu'on voudrait vous donner pour être sûr que ça fonctionne bien sur le webinaire. Et là, je vais passer la parole à Véro, qui est la maîtresse du support. Donc, pour vous donner juste quelques informations au moment où chaque intervenant va présenter, s'il y a des questions qui vous viennent, si vous avez des messages à leur transmettre, etc., vous avez un onglet dans la barre en bas où il y a marqué Q&R, questions et réponses. Donc, je vous propose de poster vos questions à cet endroit. Et quand les présentations seront finies, je reviendrai sur ces questions pour les présenter aux différents interlocuteurs. Alors, visiblement, on a un problème avec l'onglet « Discuter », donc n'essayez pas de l'utiliser parce qu'il ne fonctionne pas. Il peut y avoir parfois des soucis de connexion. Ce que je vous propose, c'est que si, pour une raison ou une autre, votre connexion tombe, vous touchez à rien. En général, quand la connexion revient, il vous remettra directement sur le webinaire. Si vous avez un souci ou autre, vous n'hésitez pas à essayer de me mettre un petit message sur Q&R pour que j'essaye de vous aider. Et de toute manière, pour les personnes qui ne sont pas là ou qui voudront revoir le webinaire, il est enregistré et il sera mis en ligne en lien sur notre site et sur notre page YouTube d'ici une 8aine de jours en général, le temps qu'on le mette en place. Et je crois que tout est dit sur la partie technique. Merci, Véronique.
Et donc, du coup, pour démarrer, alors nous, on s'est présenté, mais on aimerait bien faire un petit peu connaissance avec les personnes derrière l'écran. Alors, on n'a pas l'occasion de pouvoir échanger en direct, mais on aimerait bien savoir un petit peu quel est votre profil. Et donc, pour ce faire, je vais lancer un sondage que normalement, vous allez voir apparaître à l'écran et où je vais vous poser la question un petit peu à choix multiples de où vous venez. Donc, normalement, le sondage est lancé. Je vous invite à voter, du coup, pour nous permettre d'avoir un peu de réponses sur qui Nous, on vous peut êtes. pas voter. Nous, on peut pas voter. Vous êtes panéliste. Maintenant, on sait qui vous êtes. Ok, il me manque juste 2 réponses et on y est presque. Ok, merci à tous. Donc, du coup, je vois qu'une grande partie d'entre vous se définissent comme des curieux travaillant auprès de personnes âgées. Une autre majorité professionnelle du domicile. On a une autre catégorie autre. Donc, c'est intéressant si vous avez envie de me préciser dans questions-réponses où vous travaillez en dehors de… j'ai vu des messages sur l'EHPAD tout à l'heure, plus ou le PASA. Et on a une partie de personnes qui sont proches aidants. Voilà, aussi qui sont présents ce soir. Super, merci beaucoup. Je vous donne un peu un petit aperçu. Je ne sais pas si vous voyez là le résultat du sondage. Donc, voilà un petit peu le public qui est face à nous. Merci d'avoir bien voulu répondre à ce sondage. Donc, du coup, on va pouvoir démarrer avec le thème qui nous concerne. Et donc, notamment, vous parlez de l'humain au centre de l'accompagnement et de la vision Montessori. Ça démarre pour nous par 2 personnages dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, mais que sont Maria Montessori et Cameron Camp. 2 personnes qui ont dédié leur vie professionnelle justement à l'humain et qui, dans leur parcours, nous ont permis d'en arriver là. Donc, Maria Montessori, qui a plus travaillé sur l'enfant, la notion de pédagogie dans l'accompagnement de l'enfant, avec cette idée justement de vouloir mettre l'enfant au cœur de ce qu'elle pouvait proposer dans les écoles Montessori qu'elle a pu créer, alors qu'au départ, elle a quand même travaillé dans des milieux médicaux, puisqu'elle a travaillé en clinique psychiatrique. C'est quelqu'un qui avait déjà une vision assez humaniste, on peut dire, puisqu'elle est arrivée dans un milieu très stigmatisant qu'est la clinique psychiatrique, avec une idée, c'est de voir toujours le potentiel dans les enfants qu'elle pouvait accompagner à cette époque-là. Et de cette vision, de cette idée-là, elle a développé cette fameuse pédagogie Montessori qui s'est vraiment appuyée sur des valeurs humaines de base et qui a pu, après, derrière, faire ses preuves au cours de vraies recherches scientifiques, de choses qui ont été quand même prouvées et mises en avant autour de la pédagogie de l'accompagnement de l'enfant. Maria Montessori, c'est une femme donc, qui nous a quittés d'un autre temps, puisqu'elle est partie en 1952, mais qui a fait un gros travail sur le champ de l'accompagnement de l'enfant pendant toutes ces années, avec 2 grosses devises, cette notion du « aide-moi à faire seul », qui est vraiment chez nous une vision primordiale, et d'observer sans juger. Ça va être intéressant là de parler de l'humain et de l'observation sans jugement, notamment quand on parle de troubles cognitifs, et c'était déjà un peu son leitmotiv à l'époque quand elle accompagnait les enfants qu'elle a pu croiser sur son chemin. Et de Maria Montessori, on est arrivé aujourd'hui à l'adaptation pour les personnes âgées avec Cameron Camp, qui donc, lui, a vraiment travaillé sur le champ de l'accompagnement centré sur la personne âgée avec des troubles cognitifs, de son expérience de neuropsychologue, et qui, en fait, a vraiment, lui, pareil, voulu remettre la personne au centre des préoccupations, de mettre un peu de côté toutes les dimensions médicales, symptômes qu'il connaît bien, puisqu'il est neuropsychologue et que ça faisait partie de son cœur de métier, et de vouloir justement axer plus son regard sur les capacités préservées, la notion de personne, et comment on arrive justement à travailler dans cette dimension-là différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, du coup, de pouvoir développer cette méthode Montessori, donc, qui est apparue d'abord aux États-Unis et qui est arrivée en France chez nous depuis quelques années, d'abord et surtout en EHPAD, et aujourd'hui beaucoup plus à domicile. Camille, Caroline et Isabelle pourront vous en parler de par leur milieu de travail. Donc voilà un petit peu pour qui sont Maria et Cameron.
Derrière tout ça, il y a 4 valeurs vraiment essentielles qui sont vraiment importantes à défendre. Ça sera la petite slide juste après, Adrien. Je t'avais perdu. Voilà, c'est vraiment remettre l'humain au cœur de l'accompagnement, c'est avant tout parler de valeurs humaines qui ont été des valeurs essentielles pour Maria, qui le sont pour Cameron et qui le sont pour nous aujourd'hui aussi dans notre manière d'accompagner des personnes âgées avec des troubles cognitifs, qui vont être vraiment cette notion de respect de la personne, du rythme, de l'histoire, la notion de dignité qu'on amène quand on rentre dans un domicile, quand on s'adresse à elle, quand on l'accompagne dans son intimité, dans sa vie quotidienne, comment on lui permet de se sentir encore digne. La notion de confiance qui va se mettre en place, puisqu'on ne peut pas parler de relations humaines sans parler de confiance. Maria Montessori mettait ça en avant dans tout le travail qu'elle a fait avec les enfants et c'est évidemment un sujet primordial aujourd'hui dans nos accompagnements de la personne âgée aussi. Et cette notion d'égalité, cette notion justement de se remettre au même niveau que la personne et d'arriver justement à travailler ensemble dans un vrai accompagnement sans avoir un rapport de force, on va dire, en tout cas, de sachant et de vulnérable, mais d'être vraiment sur un rapport de personne à personne. Voilà. Donc ça, c'est nos valeurs de base. Et de ces valeurs de base, on amène cet accompagnement centré sur la personne avec ces challenges, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un choc des fonctionnements de comment notre travail se met en place auprès de ces personnes-là. C'est vrai qu'on a un constat aujourd'hui très clair, c'est qu'on a une démarche très centrée sur la tâche. Voilà. Moi, quand j'ai travaillé à domicile, j'avais une liste de personnes à aller voir avec des adresses, avec des tâches, avec des soins à faire. Et c'est vrai que j'ai fonctionné beaucoup avec cette idée de tâche dans ma tête. L'idée d'amener l'accompagnement centré sur la personne, c'est justement d'amener une démarche beaucoup plus centrée sur la personne, ce qui n'empêche pas la tâche, évidemment, mais qui va l'amener dans une dimension totalement différente et une priorité peut-être aussi de travail totalement différente pour le professionnel. Mais c'est un changement de culture. C'est un changement de culture. Je pense que les filles pourront en témoigner. Le travail aujourd'hui, il n'est pas si simple que ça à organiser vraiment centré sur la personne. On voit quand même malheureusement d'abord la tâche avant tout. Donc voilà, pour ce faire, on a nos objectifs Montessori qui sont toujours dans un coin de nos têtes et qui sont censés nous aider à aller vers ça. Et donc 3 objectifs fondamentaux qu'on présente très souvent mais qui nous paraissent vraiment essentiels. Cette idée de, quand on parle de la personne et qu'on se centre sur elle, il y a un vrai sujet qui est le sentiment de contrôle. Comment on permet à quelqu'un chez qui on va rentrer, que ce soit dans son domicile, dans sa salle de bain, dans son intimité, comment on permet à cette personne d'avoir du contrôle dans ce qui se passe dans ce quotidien. Comment nous, en tant que professionnels, on lui permet de sentir qu'elle est encore actrice de sa vie. Parce qu'avoir du contrôle, c'est être acteur. Et donc, c'est se centrer sur la personne avant de se centrer sur la tâche. Donc, comment lui permettre de faire des choix, comment essayer de les respecter. Ce n'est pas toujours évident. On ne peut pas toujours donner du choix sur tout. Malheureusement, on a des contraintes aussi institutionnelles, mais c'est comment le faire dans le respect en travaillant avec la personne. Il va y avoir cette notion aussi d'engagement, comment proposer des choses qui ont du sens, comment engager la personne dans ce qu'on lui propose, dans l'accompagnement. Et pour ce faire, mais ça veut dire qu'il faut s'intéresser un peu à elle, qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. On en revient à cette démarche centrée sur la personne et savoir ce qui va être porteuse de sens. Et puis, le troisième objectif, la troisième mission, si je peux dire, c'est comment aussi voir cette personne dans un ensemble, dans une communauté, dans un foyer. Comment lui permettre d'avoir à nouveau un rôle social, une place. Alors, en lien avec ses valeurs, avec qui elle est, avec son histoire, encore une fois, je ne peux pas penser la tâche sans connaître la personne aussi, mais vraiment comment travailler sur cette notion de, voilà, quel est votre rôle social, quelle est votre place, quelle place vous avez envie d'avoir, quelle place on peut essayer de leur redonner, parce que malheureusement, des fois, ils n'ont plus envie d'avoir de place, ou ils vont vous dire, moi, ce que j'attends, c'est la mort. C'est quand même malheureusement un discours souvent qu'on entend chez les personnes âgées, alors que pour autant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on organise la vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nos 3 objectifs fondamentaux. Je ne vais pas m'étaler plus dessus. On va pouvoir avancer à la slide suivante. Merci. Donc du coup, forcément, la question qui se pose, c'est aujourd'hui, on fonctionne en étant centré sur la tâche. Pourquoi est-ce qu'on irait sur une démarche centrée sur la personne? Alors bon, j'ai une première question. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien d'être centré sur la tâche? On pourra en débattre, on pourrait avoir des avis divers et variés. Je pense que l'expérience nous montre que malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours très bien.
et que les complexités qu'on peut avoir à domicile, elles sont peut-être aussi liées par rapport à cette organisation-là. Donc pourquoi? Bah, nous, on va amener plusieurs sens à ça. Le premier sens, ça va être déjà qu'une démarche centrée sur la personne, elle va nous permettre de remettre au cœur la personne qu'on accompagne. Comment la remettre au centre de nos interventions? Alors, ça veut dire que moi, en tant que professionnelle, je ne vais pas être le centre de ce qui se passe, ça va être la personne elle-même et comment tout ce que je vais proposer va graviter autour de cette personne, de son foyer, de ses proches, pour vraiment justement redéfinir nos objectifs de travail. Donc, comment elle, on lui redonne la parole, comment on la remet au cœur. Ensuite, ça va être comment on respecte l'humain qu'on met au cœur aussi. Parce que notre manière de travailler, en étant centré sur la tâche, malheureusement, elle va bousculer aussi cette notion de respect de l'humain. Le respect du rythme, le respect des habitudes de vie, parce que forcément, on rentre en plein dedans dans nos accompagnements. Et il a été prouvé, et c'est des choses qu'on explique d'ailleurs en formation, que quand on parle de comportements problématiques, d'opposition, d'agitation, de refus, ce sont aussi simplement des réactions justement à cette absence de respect d'un rythme, d'une histoire de vie, d'une habitude de vie. Et donc, de ce fait, comment on va limiter ces comportements réactionnels qui sont quand même aujourd'hui une source de problématiques dans nos accompagnements. Donc, comment aller contourner ça? Et enfin, la troisième chose, c'est aussi de se dire que les personnes qu'on a en face de nous ont encore des capacités, donc comment les maintenir en voyant la personne, comment lui donner un rôle social, c'est-à-dire que lui dire qu'elle a encore une place importante et que nous, on a besoin qu'elle prenne une place dans l'accompagnement. Et de ce fait, comment maintenir son autonomie, puisque le but du travail à domicile, quand même, c'est de maintenir la vie à domicile le plus longtemps possible. Alors, ce n'est pas coûte que coûte, mais en tout cas le plus longtemps possible. Et donc, ça passe par cette autonomie. Notre deuxième axe qui est vraiment important en dehors de la personne, c'est les équipes. On peut parler des personnes qu'on accompagne, mais il faut aussi parler des équipes de terrain qui sont aussi dans un contexte pas simple, qui ont aussi besoin de se sentir valorisés dans ce qu'ils font aujourd'hui, qui ont besoin d'être acteurs d'un accompagnement. Moi, je trouve qu'être juste un exécutant et faire pour faire, c'est quand même dommage quand on n'y met pas du sens. Et on le voit, des professionnels épanouis, c'est des professionnels qui mettent du sens au cœur de leur pratique. Donc, c'est comment aussi, de par cette approche centrée sur la personne, on valorise le rôle des équipes, comment on les rend vraiment actrices là-dessus, comment on met en avant des compétences. Parce que nos équipes de terrain, elles ont des compétences, y compris quand on parle de services à domicile avec des auxiliaires de vie qui, parfois, ont un parcours de vie où elles n'ont pas eu la possibilité de faire plein de formations. Mais pour autant, c'est des gens qui ont des vraies compétences humaines et qui les mettent en avant autant qu'elles le peuvent. Donc, comment on arrive à valider ça? Comment on amène aussi l'idée qu'il y ait une harmonie de pratique, puisqu'en ayant une vision commune, l'idée, c'est justement d'harmoniser nos pratiques. Et comment, je l'ai dit, mais toujours remettre du sens au cœur de nos métiers et permettre une vraie connexion à l'autre. Voilà. Excusez-moi, j'ai un chat qui passe dans la gorge. Donc voilà, ça sur nos collaborateurs, c'est quelque chose sur lequel on a envie vraiment de mettre l'accent. Et enfin, la dernière démarche qui est importante pour nous, on va parler des personnes accompagnées, on va parler des professionnels, on va parler aussi de notre société, des proches, des familles qui sont là et qui, eux, ont besoin aussi qu'on les accompagne là-dessus. Avoir une démarche centrée sur la personne, c'est aussi partager une vision différente. Comment on voit la personne dans l'accompagnement. Essayer de changer le regard sur les troubles cognitifs. Amener justement cette dimension du vase à moitié plein plutôt que d'amener cette dimension du vase à moitié vide, qui est quand même un vrai challenge de société aujourd'hui. Comment créer ou même recréer du lien avec les proches? Comment réinstaurer aussi un climat de confiance dans l'accompagnement? Parce que c'est souvent un sujet aussi, comment les proches peuvent nous faire confiance quand on rentre dans le domicile de leurs parents. Excusez-moi, je fais... Pardon, c'est revenu. Non, Véro, tu peux prendre le relais? Je crois qu'il faut que je boive un coup. Pas de souci, vas-y. L'idée de ce que Shirley partage, c'est vraiment de faire une systémie entre la personne, les professionnels et la famille.
Donc, vraiment refaire ce lien et remettre le professionnel au milieu comme un expert pour que globalement, il fasse la liaison avec les ensembles, avec chacune des parties de cette systémie. Et vraiment que l'accompagnement du domicile, également là des habitats partagés, puisque c'est cette vision globale, soit un vrai projet et pas entre guillemets un palliatif. Hem, je vois parfois des personnes qui parlent du domicile, c'est: «Ah bah ouais, jusqu'à quand?» et avec la vision derrière qui sera l'EHPAD. Et de dire: «Bah voilà, on peut avoir des projets différents, mais comment on les met en place pour accompagner, entre guillemets, l'ensemble des fonctions de cet ensemble, pour que, ça devienne un vrai projet de vie». Merci Véro. Je m'excuse, c'est bon, j'ai craché le chat, normalement. Il ne devrait pas revenir. Donc voilà un petit peu les 3 axes, en tout cas pour nous, qui nous paraissent fondamentaux et pourquoi ça a du sens d'aller vers cette démarche centrée vers la personne. Alors la volonté que j'avais dans ce webinaire aussi, c'était de partager des outils, d'être dans une dimension aussi un peu plus pratico-pratique, dire voilà comment on bascule de la tâche vers quelque chose centré sur la personne et c'est quoi les enjeux, c'est quoi les challenges aujourd'hui. Donc sur le comment, déjà, il y a une première notion qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on connaît vraiment de la personne quand on va la rencontrer et quand on veut l'accompagner. Donc là, il y a 3 questions qui vont se poser quand vous allez débuter des accompagnements. Tu peux aller à la slide d'après, Adrien, si tu veux. Ça va être déjà un premier enjeu, ça va être de sortir un peu de notre interrogatoire habituel. Parce qu'on a déjà des modes de fonctionnement qui sont très ancrés, on a des process. Et c'est vrai que ça va demander un peu de sortir de la zone de confort, qui est de dire, voilà, si aujourd'hui on ne veut pas se centrer sur la tâche, quels sont le type de questions qu'on va poser et quelle est la démarche qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est que moi, par exemple, responsable lors de la première rencontre, qui doit aller prendre des infos? Est-ce que c'est à plusieurs membres de l'équipe, parce qu'on va croiser nos regards, qu'il faut aller prendre les infos? Comment on va organiser tout ça et comment on peut sortir un petit peu de notre interrogatoire de base, qui va quand même être très centré sur un aspect aussi logistique, hein, qui est important, hein, comment on fait pour rentrer dans un domicile? Est-ce qu'il y a un chien méchant? Où est-ce qu'on doit sonner? Qui est-ce qu'on doit appeler? Toutes ces notions-là vraiment essentielles. Mais vraiment, voilà, comment on va aller chercher d'autres infos à ce moment-là et de quelle manière on le fait. Ensuite, la deuxième chose, quand on arrive chez quelqu'un, quelle est la question qu'on se pose? Est-ce qu'on se dit d'abord quel est son problème? Et donc, en fait, à partir de là, on ne part pas de capacité, hein, on part tout de suite de l'idée qu'il y a des déficits, sinon on ne nous appellerait pas. Ce n'est pas complètement faux. Mais est-ce qu'on se dit à un moment, et alors cette personne que je vais aller rencontrer, quelles sont ses capacités? Moi, mon challenge là, c'est plutôt d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne, puisque le but, c'est que mes équipes et moi-même, on s'en serve dans l'accompagnement. Alors oui, certainement qu'on m'appelle parce qu'il y a des déficits et des choses qui ne fonctionnent pas, mais comment moi, je vais d'abord partir du principe qu'elle a quand même toujours des capacités et que c'est moi qui suis garant d'aller chercher ça dès le début aussi. Et enfin, le troisième axe, c'est aussi de se dire comment je l'implique dans tout ça. Parce que moi, j'arrive là. Mais elle, quel rôle elle va avoir à jouer dans toutes ces étapes? Comment je peux l'aider aussi à se sentir actrice de son accompagnement, à montrer que c'est à elle qu'on s'intéresse vraiment et comment lui demander de nous aider à ça. Et donc là, comment l'impliquer là-dessus? Donc, c'est vraiment ces 3 axes-là qui vont être vraiment essentiels pour nous à aller chercher. Pour ça, forcément, bah, il y a les premières visites, hein. On n'apprend pas à connaître quelqu'un en une rencontre. Voilà, c'est pas parce que je l'ai vu une fois que ça y est, je sais qui est en face de moi. Mais ça va être vraiment un moment clé au début de l'accompagnement, ça, ces premières visites, ces premiers échanges, ces premières questions. On se découvre, hein, on se découvre, la personne nous découvre, on découvre la personne, on découvre l'entourage, on découvre l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment à savoir de cette personne? C'est les premières questions qu'on se pose en fait. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous et prioritaire à savoir? Donc nous, dans ces moments-là, on a voilà, des items. Tu peux aller à la slide d'après. Nous, dans ces moments-là, quand on veut aller rencontrer la personne, voilà ce qu'on va aller chercher comme info. On va aller chercher ses centres d'intérêt, passé, présent, parce que c'est pas parce que j'ai aimé tricoter dans ma vie que j'ai encore envie de tricoter aujourd'hui. J'en ai peut-être ras le pompon de tricoter, j'ai plus envie d'en entendre parler. Quels vont être ses domaines experts?
qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, cette personne, quelle passion elle a eue, quel loisir, quel métier, qui ont fait qu'aujourd'hui, elle a un vrai domaine expert dans telle ou telle chose. Les activités et domaines qu'elle apprécie au quotidien, là, on va être vraiment dans, voilà, quelles sont les activités de vie quotidienne que vous aimez faire. Voilà. Moi, j'avais une dame qui adorait repasser. Ça me paraissait fou, moi, qu'on puisse adorer repasser. Cette dame, elle repassait tous les jours. Moi, dans ma tête, ça me paraît improbable de repasser tous les jours. Mais c'était une activité qui la détendait. Donc, elle rangeait jamais sa table à repasser. Elle était toujours là au milieu du salon. Et il y avait toujours quelque chose qu'elle devait repasser dans la journée. Bah, c'est important. Si c'est important pour elle, eh ben, c'est important pour moi de le savoir et de comprendre que cette table à repasser, elle va être toujours là dans le salon. Et que moi, je ne vais pas essayer d'aller la ranger parce que ça ne me paraît pas logique que la table à repasser vive au milieu de ce salon en permanence. Quelles vont être ses habitudes de vie? Qu'est-ce qu'elle aime faire dans son quotidien aussi? On a tous des petits rituels, des petites routines, mais des choses qui font de nous aussi les humains que nous sommes. Quand on rentre dans un domicile, c'est aussi prendre en compte ça, les habitudes de vie, les routines de la personne. Ce dont elle aime parler, et bien souvent dans le cadre des troubles cognitifs, alors oui, on va dire que les personnes nous racontent souvent les mêmes choses, que ça fait la 35e fois qu'on entend cette même histoire. Et en même temps, c'est une manière pour eux de vous dire, vous avez vu, je me souviens, et ça me fait du bien de voir que je me souviens encore. Et j'ai besoin de vous en parler parce que ça veut dire que c'est important pour moi, ce moment de vie, cette expérience, cette histoire. Donc, c'est important de mettre ça en avant aussi. On va aller chercher aussi, alors là, c'est moins drôle, mais qu'est-ce qui pourrait déclencher des réactions négatives chez la personne? Parce que oui, les comportements sont très soumis aussi à une histoire de vie, à des éléments qui vont déclencher des réactions. Voilà. Moi, j'ai vécu les camps de concentration, je ne supporte pas la douche. Un jour, on m'a dit ça. Bah ouais, je peux comprendre, en effet. Mais j'ai besoin d'aller vraiment découvrir qui est la personne pour analyser ça et pour moi, m'adapter dans ma posture. Donc, il va y avoir vraiment aussi cette notion de, voilà, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quelles sont vos phobies? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Parce que ça va être vraiment essentiel dans l'accompagnement. Et les personnes vont peut-être pas penser à nous le demander d'elles-mêmes. Et nous, c'est important qu'on aille faire connaissance avec elles là-dessus aussi. Qu'est-ce qui la réconforte? Qu'est-ce qui lui fait passer une bonne journée? Moi, je démarre la journée en musique. Je ne sais pas vous, quel est votre petit rituel? Si je ne vais pas écouter la musique le matin, je ne me sens pas bien. Bah, demain, si j'ai des troubles cognitifs, j'aimerais bien que la personne qui vienne chez moi le sache et sache qu'il faut mettre un peu de musique pour m'aider à démarrer ma journée. Voilà. C'est bête, mais ça compte et c'est important. Et peut-être que si elle ne fait pas ça, je vais être un peu opposante en plus. Je vais peut-être avoir quelques petits troubles du comportement. Les accomplissements dont elle est fière, les rôles importants qu'elle a tenus dans sa vie, ça aussi, on parle de personnes qui ont une histoire, qui ont un vécu. On ne vit pas le film Benjamin Button, hein, ils ne sont pas nés vieux, hein, ils ne rétrécissent pas dans le temps, hein, ils ont une vie, ils sont vieux parce qu'ils ont une vie, ils ont une histoire de vie. Donc, comment on va aller aussi apprendre à les connaître là-dessus parce que ça fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et leur but, leur rêve dans la vie. Alors, ça, c'est assez marrant parce que souvent, on nous regarde avec des grands yeux. Quand vous demandez à une personne âgée, est-ce que vous avez des rêves? On nous regarde un peu en mode, mais elle est folle, cette dame, de me demander quels sont mes rêves. Moi, j'ai 85 ans. Ouais, bah oui, mais vous avez le droit d'avoir des rêves à 85 ans. Et parfois, c'est des rêves assez basiques. Je me rappelle de ce monsieur qui, après le Covid, disait, ah bah moi, là, je rêve de pouvoir retourner à la boulangerie pour acheter mon pain, juste sentir l'odeur du pain, sortir de chez moi. Bah oui, parce que ce qui s'était mis en place, c'était un isolement, un enfermement tel qu'il vivait plus ce moment-là, qui pour lui, en fait, lui semblait important. Et puis, on en a d'autres qui ont répondu à cette question par un vol en parapente. Ah oui, ça peut paraître fou d'avoir envie de faire un vol en parapente à 85 ans. Et pourquoi pas? Mais c'est intéressant de s'autoriser à rêver et d'amener cette dimension-là aussi. Ce n'est pas parler de maladie, ce n'est pas parler de déficit, c'est vraiment parler de la personne qui est en face de nous. Donc voilà un peu pour qui est cette personne. Du coup, pour nous aider à ça, alors en formation, on donne un outil issu du travail de Cameron qui s'appelle l'inventaire des activités, qui est vraiment un outil. Alors là, c'est un ensemble d'items qui reprend ce que je vous ai présenté dans la slide d'avant, qui permet aux professionnels d'avoir déjà des idées, des sujets à aller creuser, des infos à aller chercher et par rapport à tout ce que j'ai pu vous décrire, à avoir un peu une base de données qui part de ça. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on donne en formation pour vous aider à avoir des pistes d'infos à aller chercher là-dessus. Donc ça va être un outil important. L'outil principal, évidemment, et surtout, c'est de demander à la personne et qu'elle y participe. Parce qu'encore une fois,
J'ai un fils que j'adore, hein, mais je pense que dans plusieurs années, il ne saura pas comment je fonctionne dans mon quotidien. Il sera convaincu certainement de plein de choses et de bien de connaître sa maman, mais il y a plein de choses certainement qu'il ne connaîtra pas non plus. Et je l'espère, parce que ça veut dire qu'il ne sera pas rentré dans mon intimité jusque-là. Et donc, c'est vraiment aussi de se dire comment on arrive à prendre les infos de la famille qui sont fondamentales, mais comment on arrive toujours à revalider ça avec la personne concernée et d'aller lui demander, lui poser des questions, y compris quand les troubles cognitifs sont là. Et donc, pour ce faire, la slide suivante, ça veut dire qu'il faut aller savoir de quoi elle est capable pour savoir comment aller la questionner. Parce qu'évidemment, questionner quelqu'un qui a des troubles cognitifs, ça nécessite de s'adapter dans la manière de faire. Et donc, on va partir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'abord des capacités. Qu'est-ce que j'observe? Quelle capacité elle a? Donc ça, c'est un outil qu'on partage aussi en formation, qu'on amène aux équipes. Comment apprendre à aller observer ces capacités-là et comment justement le pointer du doigt, comment le partager en équipe pour apprendre à s'en servir. Et de ce fait-là, nous, ça nous aide à adapter les outils qu'on propose aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc là, pour juste vous donner quelques outils concrets avant de laisser la parole à nos panélistes présents, je voulais vous montrer 2-3 outils qu'on utilise, que ce soit sur le terrain et différents types de terrains. Notamment là, ce que vous voyez, c'est le livret de mes activités et de mes préférences. Vous voyez, il y a des gens pour qui le questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est impossible de donner ça à une personne à remplir. Souvent, ça va être la famille qui le remplit parce que voilà, ça sera plus facile pour elle. Mais si on veut vraiment remettre la personne au cœur et lui donner la parole, bah, il faut créer des outils adaptés. Et nous, alors là, ça a été fait dans l'idée d'un projet d'accompagnement avec un accueil de jour, notamment un projet qu'on a appelé projet Côte à Côte, où on accompagnait à la fois des personnes ayant des troubles cognitifs et leurs proches. Et on a proposé de recréer du lien sur ce moment-là pour faire connaissance avec les personnes. Et donc, chacun, en fait, avait ce livret entre ses mains. Et l'idée, c'était qu'il puisse remplir. Alors, vous voyez, c'est assez simple. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer en détail, mais sur l'activité de vie quotidienne ou tous les jours ou le loisir qui va être nommé dans le livre, de savoir si la personne aime ou n'aime pas faire ce genre de choses. Et ça nous permet, nous, derrière, avec cette réponse, de pouvoir justement proposer des choses qui ont du sens pour elle en lien avec ça. Ça nous permet aussi, quand la famille, le proche a répondu à ça, et qu'on arrive à trouver une information commune entre les deux, à se dire, voilà, comment on peut créer un lien là et avoir une activité qui remet une connexion, parce que pour les deux, ça fait sens et ça peut vraiment amener quelque chose de positif, comme on peut adapter ça en tant que professionnel. Et donc, c'est assez intéressant puisque ça a très bien fonctionné dans le projet qu'on a créé. Ça a obligé les proches aussi à partager des choses avec nous et justement à se dire on n'est pas juste des aidants, on a aussi la possibilité d'être accompagnés dans ce qu'on aimerait faire avec nos proches. Et c'est assez intéressant de voir comment les gens ont pu remplir ce livret. Je me rappelle notamment d'un monsieur porteur d'un handicap, il avait une maladie de Parkinson, qui remplissait ce livret et qui, à chaque fois en dessous, me faisait des commentaires. Voilà, il mettait des petites précisions sur ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas, ou comment il aimait ou comment il n'aimait pas. Et j'avais trouvé ça super, en fait, de voir cette initiative de sa part. Et c'est utilisé par des collègues en ESA aussi assez souvent. Voilà. L'autre outil que je voulais vous présenter, c'est la catégorisation. Alors ça, c'est une activité de catégorisation typique qu'on utilise beaucoup, nous, dans la méthode Montessori, qui est vraiment aussi, encore une fois, axée sur les capacités préservées, qui s'utilise très bien avec des personnes qui ont des troubles de communication verbale et qui vont pouvoir, en fait, là, dans le non-verbal, participer, nous dire ce qu'ils n'aiment pas, dans les gestes, nous montrer et nous permettre justement, nous, d'établir un peu notre recueil de données, mais en partant d'elles, encore une fois et toujours. Alors ça, c'est un outil qu'on est en train de développer, nous, et qu'on va bientôt, j'espère, avoir en mallette à commercialiser, clé en main. On est sur le projet en ce moment, parce que je sais à quel point à domicile, c'est compliqué d'avoir aussi du temps pour créer des outils. Se dégager du temps pour créer des outils, ce n'est pas prévu dans la liste de tâches, justement. Et donc, on aimerait bien pouvoir créer des outils clés en main que vous pourriez avoir et utiliser direct sur le terrain. Donc, on est en cours là-dessus et c'est un outil qui fonctionne très, très bien. Voilà. Un autre outil que je voulais vous présenter aussi, c'est ce qu'on appelle chez nous le portrait chinois.
Donc là, vous voyez le portrait chinois réalisé par une personne accompagnée avec des difficultés cognitives et qui est pareil, qui est assez intuitive. En fait, on va le faire sous forme d'activité ensemble avec un matériel assez simple, hein, une feuille, des ciseaux, de la colle, des magazines, des photos. Et en fait, l'idée, c'est que la personne puisse choisir les éléments qui nous donnent des infos sur qui elle est, qui lui permet de nous parler d'elle sans vraiment nous parler, avec un support visuel qui, là, vous voyez, en un clin d'œil, nous permet un peu mieux de cibler qui est cette personne en face de nous et nous permet peut-être de choisir un élément pour créer de la conversation. Voilà, cette personne-là qui aime le gospel, tiens, est-ce que je ne pourrais pas lui proposer d'écouter un petit morceau de gospel au moment où je suis chez elle parce que je vois que c'est un type de musique qu'elle aime bien. Et même si la communication est difficile, là, on arrive à créer un petit lien, on arrive à, voilà, à mettre en place peut-être une relation de confiance sur quelque chose qu'elle aime. Comment on va utiliser ce genre d'outil qui se crée très bien avec les personnes, qui est un outil aussi en intergénérationnel avec les proches, avec les petits-enfants, qui peut très bien fonctionner pour recréer aussi du lien. Moi, je l'avais créé moi-même, j'avais fait mon portrait chinois de professionnel et quand j'allais à domicile, des fois, je leur disais, voilà, j'aimerais bien apprendre un peu mieux à vous connaître, mais voilà, je vais vous parler de moi aussi, parce que si on remet l'égalité, hein, après tout, on peut aussi se parler de nous, de ce qu'on aime. Et quand je leur présentais le portrait, il y avait des gens, je voyais, qui se figeaient sur une photo et qui voulaient me parler de cette photo-là, et hop, là, on avait un vrai sujet de discussion. C'était quand même beaucoup plus sympa pour moi que de parler de pansement d'escar ou de piqûres, pour tout vous avouer. Je préférais parler de mon chien en haut de voyage ou du fait que j'adore manger des pâtes. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est des choses importantes aussi dans l'idée de créer du lien et de la confiance. Donc voilà. Un autre exemple d'outil, voilà, mes petits plaisirs. Ça peut aussi prendre cette forme-là. Ça va peut-être parler à Caroline, les petits plaisirs. Là, ça prend une forme un peu, pareil, différente. C'est une déclinaison de la catégorisation, là, encore une fois, de la personne qui va pouvoir choisir ce qu'elle a envie de mettre vraiment en avant dans ce qui lui paraît lui faire du bien dans une journée. Donc, vous voyez, là, cette personne, elle aime la bière. Ouais, donc ça veut dire que peut-être moi, au moment du repas, de l'accompagnement du repas, lui proposer de boire une petite bière, ça lui fera du bien. C'est peut-être important pour elle. Me parfumer aussi. Il y en a pour qui ne pas être parfumé, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Moi, je sais que c'est mettre mes bijoux, par exemple. Quand je mets pas mes bijoux, j'ai tendance à vous dire que je suis toute nue. Ah oui, quand j'aurai des troubles cognitifs et que je vous dirai je suis toute nue, je suis toute nue, vous vous direz ça y est, elle délire, elle est habillée, elle dit qu'elle est toute nue. Non, en fait, c'est juste que j'ai besoin de mes bijoux pour me sentir complètement habillée. C'est des petites choses qui ont leur importance aussi. Et vous avez d'autres petits plaisirs sur des moments de journée, par exemple aussi, comment on peut, en fonction des moments où on va intervenir, faire des propositions en lien avec ce que la personne aime. Donc ça, c'est un autre exemple. Et de tout ça, enfin, et là, c'est la dernière chose que je vais vous présenter avant de passer la main, c'est aussi de se dire que cet accompagnement centré sur la personne et tous les outils que je vous propose, ils concourent aussi à améliorer un outil qu'on appelle le PAP, le projet d'accompagnement personnalisé, qui est quand même censé être un outil obligatoire aujourd'hui, qui malheureusement manque souvent à domicile parce que c'est créer du temps aussi de travail autour de cet outil-là et qui pour autant est fondamental dans la connaissance de la personne. En dehors d'un plan de soins, en dehors d'une liste de tâches, c'est vraiment justement mettre au cœur la personne qu'on accompagne dans ce qu'on propose. Et donc là, vous voyez un exemple de forme que l'outil peut prendre après, toutes ces enquêtes, tous ces outils, tous ces accompagnements lors des premières visites, qui va être, vous voyez, vous allez avoir l'encart bleu foncé de qui est la personne, l'encart rose qui va être plus de ce dont elle aime parler, les sujets de discussion qu'on va pouvoir avoir avec elle, l'encart vert qui va être plus tiens, au quotidien, qu'est-ce qu'elle aime faire, dans quoi on peut l'engager, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, nous, quand on intervient. Si cette dame, elle a besoin de faire le ménage et d'entretenir son environnement, comment on lui propose d'y participer, même si moi, mon intervention de base, c'est de faire le ménage chez elle. Malgré tout, si ça a du sens, comment je l'implique là-dedans? Est-ce qu'elle a des projets et comment on peut y travailler parce que ça va être un accompagnement sur le long cours? Ça, c'est l'encart plutôt orangé. L'encart bleu clair, c'est plus, voilà, qu'est-ce qui me fait passer une vraie bonne journée ou qu'est-ce qui m'énerve et qu'est-ce qui m'agace. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Et puis, mes habitudes dans l'encart jaune. Voilà. Et pour vous donner un exemple un peu concret, ensuite, vous avez une photo d'un PAP voilà, qui a été mis en place sur une structure de cette manière-là. Les équipes ont voulu s'emparer de ça et créer ce support assez visuel où vous voyez un peu tout ce que je vous ai présenté avant, repris là sous forme informatique.
Et c'est vraiment l'idée d'avoir les infos les plus importantes en un coup d'œil aussi, sans avoir besoin d'aller chercher trop en détail dans un questionnaire où on se perd un petit peu. Comment le rendre accessible, visuel? Il répond aux normes, hein, puisque vous voyez, il est signé, il est daté, il est fait avec la personne. Les proches aussi vont le signer parce qu'ils vont être au courant de ce qu'on a été chercher dans le qui est la personne qu'on accompagne. Donc voilà, ça répond aussi à ces normes-là. Donc cette idée de démarche centrée sur la personne, elle va aussi jusqu'à ce sens de mettre en place des outils comme ça. Voilà. Donc voilà un peu pourquoi on avait envie d'emmener ça aujourd'hui et les exemples d'outils en question. Et parce que j'ai beaucoup parlé et qu'on a aussi des personnes limitées par le temps, moi, je voudrais là proposer à Camille d'intervenir un petit peu. Alors Camille qui travaille avec moi dans le cadre de la formation et qui travaille avec Adrien dans le cadre de l'application Minity et qui a un regard à la fois sur la formation en elle-même et à la fois sur un outil digital qui permet d'être centré sur la personne aussi. Donc là, moi, Camille, je voudrais te proposer de partager un petit peu avec nous ton expérience par rapport déjà à cette démarche centrée sur la personne, toi, dans ta pratique, et en quoi tu penses que ça fait sens et que c'est important. Et puis après, sur l'outil qui est Minity, et là, peut-être qu'Adrien voudra te poser aussi des questions là-dessus, mais déjà sur cette première question, est-ce que tu veux bien nous partager ton ressenti? Je te remercie, Charlotte. Juste Donc, Camille, je me permets juste une parenthèse. Pour les personnes qui veulent poser leurs questions sur la première partie, n'hésitez pas à les déposer et comme ça, on y reviendra en fin de formation, en fin d'intervention. Excusez-moi, Camille. il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, nous, les encadrants d'agence, nous avons été les premiers à être formés au principe de Montessori, qui pour nous, au départ, a été un petit peu complexe, en se disant, mais à domicile, c'est juste pas possible. Voilà. Charlène nous répétait, mais on ne fait pas la place 2, on ne fait pas la place 2, et nous, nous disions, oui, mais nous, on a des tâches à suivre. Donc, on est obligé, on n'a pas le temps, en plus de ça. La réalité, avec un peu plus de recul, c'est que, premièrement, les auxiliaires de vie se sentent valorisés. Elles redonnent du sens à leur métier. Elles recréent un vrai lien avec le client, chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Et avec la famille aussi, parce qu'on a pu découvrir aussi des habitudes de vie et des choses que le client aimait et que les familles ne savaient même pas finalement. Donc, Montessori, pour nous, ça a été exemplaire, vraiment. On a pu voir des clients ressourire, on a pu voir des clients retourner dans leur jardin, alors qu'on pensait qu'ils n'aimaient pas ça. Et finalement, c'est parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'aller dans le jardin, pas pouvoir tenir l'arrosoir comme on a vu tout à l'heure. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Donc, effectivement, Montessori, ça a été très bien pour nous. Après, Minity est venu donc, en supplément. Dans un premier temps, nous, les encadrants, ça a permis de connaître un peu plus aussi nos clients, chose que nous n'avions pas. Ça a été plus simple aussi lors des remplacements. Lorsqu'une personne a dû aller, comme ça peut arriver souvent, au pied levé chez un nouveau client, le fait qu'il y ait des images, le fait qu'il y ait cette application, ça a permis une meilleure continuité de service, hein, tout simplement. L'application est très facile, en plus de ça, et elle permet, pour faire le lien avec Montessori, de recréer du lien avec nos clients. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir enfin prendre le temps avec la personne de la relation qu'elle a, des habitudes qu'elle a, l'alimentation. C'est très, très vaste. Ça nous permet, nous aussi, de pouvoir partager un petit peu ce qui se passe chez le client et qu'on puisse, nous, au sein de l'agence, le savoir en direct. Pourquoi? Parce que même nous, au sein de l'agence, on a directement accès à l'application. Voilà pourquoi. Les familles, ça nous a beaucoup aidé aussi pendant le Covid, les familles ont pu aussi voir ce qui se passait au domicile. Parce que le cahier de liaison papier était très bien, mais quand la personne est isolée ou que les enfants habitent très loin du client, malheureusement, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Donc, ça a pu recréer du lien aussi. Cette application, donc je disais, elle est très simple. Même les personnes qui n'aiment pas trop utiliser leur téléphone, maintenant s'y mettent forcément. Voilà, elles vont expliquer un petit peu d'autres choses que nous n'avions pas. Comme on disait, les habitudes de vie, forcément, quand nous, on vient la première fois, ce n'est pas la première chose qu'on allait demander auparavant. Maintenant, bien sûr que si.
Pour le projet personnalisé, ça a été un petit peu révolutionnaire aussi, puisque nous n'avions pas de projet personnalisé auparavant. Et ça a permis de mettre en place des outils. Ça a permis de s'adapter au mieux en fait, à nos clients et forcément avoir une meilleure prise en charge. Donc, nous, les formations pour les auxiliaires de vie, c'est 2 jours pour Montessori. Ça leur permet aussi d'avoir des outils et du coup de pouvoir faire le lien avec Minity. Donc, Minity, nous en servons comme cahier de liaison. Nous en servons comme suivi vis-à-vis de nos clients et de voir aussi toute l'évolution. Ce qu'il aimait faire, mais qui malheureusement n'arrive pas à faire, et aussi ce qu'il n'arrive pas à faire, mais qu'on peut continuer à faire avec lui. Voilà. Donc, effectivement, forcément, ça permet aussi de ne plus être centré sur la tâche, puisqu'on va avoir d'autres liens avec ce client-là. On va pouvoir refaire des activités, chose que nous ne faisions pas forcément avant. Je pense avoir fait le tour. Vraiment, il y a un réel lien entre les deux. Et les deux sont très formateurs et permettent un accompagnement et un bien-être pour le client qui est meilleur forcément. Merci Camille pour ton partage. Je suis très reconnaissante de ton retour aussi par rapport au lien entre les deux. Notamment sur la dernière formation que j'ai fait avec une partie de ton équipe, j'avais donc 2 de tes collaboratrices qui, c'est vrai, ont tout de suite vraiment fait fort le lien entre la démarche centrée sur la personne et la possibilité d'avoir accès à cet outil-là. Notamment, alors Adrien va vous en parler puisqu'il va vous le présenter un petit peu pour que vous puissiez voir concrètement ce que c'est, mais notamment de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les infos sur les habitudes, sur comment elle positionne les choses dans sa maison ou comment on peut respecter telle ou telle chose, on l'a dans cet outil-là et c'est mis en avant et on s'en sert vraiment, quoi. C'est voilà. Alors, il y en a une qui témoignait sur le fait qu'elle était un peu moins à l'aise, en effet, avec l'outil du téléphone. C'est l'enjeu du digital aujourd'hui dans nos métiers, malheureusement, mais qui aussi peut apporter, comme tu le dis, avec la famille, un vrai lien, une vraie connexion et un vrai plus. Exactement. Et ça, elle le mettait vraiment en avant, de dire aussi qu'elles avaient la possibilité de et aussi, nous, en interne, pour l'organisation de notre agence, il y a un forum qui nous permet de partager tout ce qu'on a à dire à nos intervenantes sans avoir à leur envoyer un message personnalisé. Voilà, elles peuvent discuter et échanger entre elles et du coup, ça a créé du lien entre elles aussi et ça a amélioré la cohésion d'équipe. Oui, on en revient à l'harmonisation aussi un petit peu là de la vision et des pratiques. La simplicité de communication entre vous tous qui du coup qui permet un échange beaucoup plus simple et peut-être une réduction du stress. Je ne sais pas si… Tout à fait. Le stress? Non. Quelle idée. Super. Merci beaucoup Camille. Si ça te va, du coup, on va te libérer parce que je sais que tu as d'autres contraintes après. Si les gens ont des questions, on essaiera d'y répondre pour toi et au pire, voilà, je te reposerai peut-être quelques questions après et on essaiera de répondre aux gens s'il y a des questions plus précises. En tout cas, merci. En tout cas, c'est une belle collaboration aussi qu'on a ensemble et qui va continuer puisqu'on se revoit bientôt. Donc voilà. Exactement. Mais merci à tous. Merci Camille. Bonne fin de à très bientôt. Merci beaucoup Camille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup, Adrien, je te laisse prendre le relais pour expliquer un petit peu ce qu'est Minity pour les personnes qui nous suivent, parce que on parle de l'outil, mais qu'est-ce qu'il y a derrière un petit peu? Voilà, on m'a déroulé le tapis rouge, là, ça va être facile. Non, pour revenir un petit peu sur Minity, la jeunesse, donc je le disais au début, je crois qu'on a quelques personnes qui nous ont rejoints entre-temps, mais alors Minity vient de Suède et a été développé en France, est passé en France maintenant. Ça va faire 2 ans et une grosse année qu'on est commercialisé en France. Et notre partenariat avec AGED, donc depuis 2 ans, nous a permis avec les valeurs communes qui sont les nôtres et celles d'AGED, arriver à développer un profil bénéficiaire. Donc, on va retrouver trois fonctionnalités sur Minity. Et donc, le profil client bénéficiaire qui va être centré du coup sur la personne avec la plupart des points qu'a cité Shirley juste avant. Donc, vraiment apprendre à connaître la personne, apprendre comment elle aime communiquer, sa vie, ses habitudes,
etc. Donc, je vais vous présenter ça en détail juste après. Mais donc, voilà un peu pour l'histoire de Minity. Et donc, on va retrouver trois grandes fonctionnalités. Donc, ce profil bénéficiaire dont je parlais. On va retrouver également des messageries. On va retrouver une messagerie par profil client bénéficiaire. Donc, où vous allez pouvoir échanger, les intervenants vont pouvoir échanger, les responsables également, et où il va être aussi possible, du coup, comme le disait Camille, d'inclure la famille dans la discussion. Et ensuite, on va avoir aussi une discussion d'équipe, parce que c'est important aussi de pouvoir discuter en équipe. Donc, je vais vous présenter ça également, et une partie formation. Et là, c'est le petit plus, c'est la petite innovation de Minity. Alors, je vais tout simplement vous présenter l'application en live. Donc, je vais juste arrêter le partage et le remettre. Hop, essayer d'être efficace. Je présente une application, donc plutôt intérêt de bon. Hop. Alors, partage d'écran. Et voilà, normalement, vous voyez tous mon écran. On voit bonjour Adrien. Super, oui. Minity est très poli. C'est mieux. Donc voilà, donc bienvenue sur Minity. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de Minity. Donc pas grand-chose à dire sur cette page d'accueil-là. Donc vous allez pouvoir retrouver des petits mots en vous disant ce que vous avez raté, si vous avez des messages que vous n'avez pas lus, etc. Et vous allez pouvoir retrouver là, par exemple, une annonce disant qu'il y a un déjeuner à l'agence le 15 juin prochain. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre des annonces, que ce soit aux proches, entre responsables ou aux intervenants uniquement. Ensuite, on va retrouver la partie profil dont je vous parlais. Donc ici, vous avez la liste de tous les profils. En fait, on a deux types de profils de comptes sur Minity. Donc, on va avoir les comptes responsables et les comptes accompagnants. En fait, l'intervenant qui va avoir accès à sa liste de bénéficiaires chez qui il va. Donc, par exemple, imaginons que je sois une auxiliaire de vie, et ben, je vais chez Denise, Margot, Jean et Peter. J'aurai accès qu'à ces 4 profils-là. Par contre, en tant que responsable, j'aurai accès à toute la liste des profils parce que j'ai besoin d'une visibilité qui soit assez importante. Et donc, pour faire un lien avec du coup, ce que disait Shirley juste avant et ce que disait Camille, on va se retrouver sur ce profil-là. Alors, je mets un petit disclaimer tout de suite. Je ne vous parlerai pas de la 7e fonctionnalité qui est en bas, parce que ça, c'est le projet d'accompagnement personnalisé qu'on est en train de développer justement avec Montessori et qui arrive très bientôt, courant septembre-octobre, je l'espère. Donc voilà, restez connectés. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour savoir quand est-ce que ça sort. Et donc, on se retrouve sur le profil. Donc ici, on va retrouver, comme je vous le disais juste avant, les informations qui sont centrées sur la personne. Donc, comment la personne aime communiquer, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et on va retrouver, ça je sais que Shirley, elle va apprécier, enfin elle le sait déjà, mais les musiques préférées. Donc voilà, si jamais Pierre Dubois aime écouter de la musique le matin comme Shirley, bah, on va pouvoir lui mettre du Bob Marley au réveil et qu'il soit super content pour sa journée. On va également retrouver des informations sur sa vie, donc comme disait Shirley, sur l'histoire de la personne. Donc voilà, j'habite seul et mon fils me rend souvent visite, originaire de Bretagne, etc. Et on va pouvoir ajouter des photos aussi sur le profil de Pierre Dubois. Donc, en l'occurrence, ces 2 chats, sa PlayStation et les randonnées en forêt. Et on va retrouver ensuite une partie sur son alimentation. Donc là, on va découvrir que Pierre est particulièrement gourmand, il aime la nourriture, mais il est en fauteuil roulant, donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange parce qu'il ne peut pas faire de sport. On va retrouver toute sa liste de courses avec les quantités qui est interactive, donc on peut cocher pendant qu'on fait les courses, voilà, très simplement. Et on va retrouver encore une fois là, les habitudes alimentaires. Donc voilà, j'aime manger en compagnie, il n'aime pas les carottes et les choux de Bruxelles. On va retrouver ensuite les habitudes de la personne, donc ce que Pierre aime faire en journée, ce que Pierre aime faire en soirée et la nuit. Et on va retrouver les prestations également. Donc là, ça peut être de la tâche, mais on va pouvoir ajouter par exemple que Pierre a rendez-vous chez le kiné tous les mercredis. Et ensuite, des informations sur sa maison. On va pouvoir mettre des photos. Par exemple, ici, on voit que Pierre, voilà, quand on lui prépare comme ça, on a une petite description de l'auxiliaire de vie qui a mis au moment du dessert, préparer les éléments suivants de cette façon. Cela permet à Pierre de préparer son yaourt lui-même. Pareil, le matin, disposer le pain complet et la confiture avec une cuillère afin qu'il puisse préparer sa tartine lui-même.
Ça, c'est plutôt Montessori comme approche et c'est l'une des possibilités sur Minity, c'est de pouvoir vraiment avoir voilà, ces éléments-là. On va aussi retrouver là où Pierre range ses médicaments. Donc, on voit que ces médicaments sont rangés dans le premier tiroir au centre du meuble. Et on va retrouver voilà, la litière du chat, etc. Enfin, on va retrouver la partie, les facilitateurs. Donc là, on va retrouver les proches de Pierre Dubois. Donc, on voit que Henri, Pierre et Sandrine ont accès au profil de Pierre. Et on va retrouver également ses accompagnants. Et on va pouvoir également ajouter les informations des personnes externes à la structure. Et en cas d'urgence, là, si Pierre chute ou s'il lui arrive quelque chose, eh ben, on sait que directement dans la partie facilitateur, on va pouvoir retrouver, par exemple, le numéro de son médecin traitant. Pour revenir rapidement, parce que là, vous voyez un profil bénéficiaire complet. Donc, vous dites, oui, c'est bien beau, mais comment je fais pour le remplir? En fait, quand on va créer un nouveau profil client bénéficiaire, en fait, ça va se présenter comme ceci. Et ici, en fait, on va avoir un lien vers un questionnaire. Et ce questionnaire-là, donc, on l'a élaboré avec AGED pour justement avoir les informations centrées sur la personne. Et il va se diviser donc en 6 catégories, donc les 6 catégories qu'on vient de voir juste avant. Et en fait, ce questionnaire-là fait 80 questions. Vous allez me dire, oula, 80 questions, c'est énorme. En effet, c'est long. Mais en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir… alors déjà, les questions, il ne faut pas écrire systématiquement. Vous allez pouvoir cocher, donc ce qui est quand même un gain de temps assez conséquent. Et vous allez pouvoir, par exemple, remplir… imaginons que René Poulain soit un de nos nouveaux bénéficiaires. Et ben, je vais pouvoir remplir avec lui les 20 premières questions. Puis me dire, bon, je ne vais pas l'asséner de questions non plus pendant 2 heures. Donc, voilà, je vais faire les 20 premières. Et ensuite, je reviendrai la prochaine fois et je remplirai les 20 autres, etc. etc. Et donc, au bout de 4 fois, eh ben, on a le profil de René qui est complet. Et maintenant, on connaît vachement bien René. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et aucune de ces questions est bien sûr obligatoire parce qu'en fonction des accompagnements, on peut avoir voilà, un accompagnement AV1 ne va pas nécessiter le même degré d'information qu'un accompagnement AV2 ou AV3. Donc voilà. Et enfin, je reviens sur le profil de notre cher Pierre. On va retrouver une messagerie sur le profil de Pierre. Donc, la messagerie dont je parlais juste avant. Et donc, c'est ici que les intervenants vont pouvoir échanger. Donc là, les messages sont en orange. Donc, ça veut dire que c'est une discussion entre intervenants. Et donc là, par exemple, bonjour à tous. J'ai ajouté une photo dans la catégorie Ma maison pour la préparation du yaourt de fin de repas de Pierre, ce qu'on voyait juste avant. Voilà, donc elle prévient ses collègues. Il y a une description avec la photo avant que vous puissiez répliquer cela à chaque fois. Je vous souhaite une belle journée. Voilà. Et les intervenants vont pouvoir comme ça discuter autour de leurs bénéficiaires communs et cela en instantané. C'est plus directement, enfin, c'est plus sur le cahier de liaison papier qui traîne chez le bénéficiaire, mais directement sur l'application. Vous allez également pouvoir communiquer avec la famille, du coup, juste en cliquant sur tous, en fait. Et là, ça passe en bleu. Et donc ici, je vais pouvoir directement envoyer un message à la famille en leur faisant un petit récap. Ou alors, par exemple, un message important qui a été mis là, et ben, je vais pouvoir le switcher et le faire passer à la famille. Et donc, comme ça, je garde un lien avec la famille. Je peux échanger avec eux, les tenir informés. Et les intervenantes peuvent échanger entre elles. Et oui, pardon, Charlie, dis-moi. Non. Ah non, ok, je croyais que tu voulais ajouter quelque chose. Et ensuite, on va retrouver des choses plus classiques, comme après les informations, l'adresse de la personne, etc. Après, des choses classiques. Est-ce que tu veux basculer sur le PowerPoint du coup? Je finis avec apprentissage et forum, et comme ça, après, je passe rapidement là-dessus. Donc ici, on a après, du coup, le forum d'équipe. Donc, c'est vraiment une discussion d'équipe, un groupe WhatsApp où vous allez pouvoir, où les intervenants vont pouvoir échanger. Et enfin, la partie apprentissage. Là, on retrouve la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées à domicile. Donc ici, c'est vraiment une marketplace de formation, donc une place de marché de formation. Donc, c'est des formations de micro-learning. Donc, un cours se divise en quelques modules. Donc là, on a 3 modules de Montessori et qui durent 3 à 5 minutes et qui vont pouvoir être sous forme de quiz, d'images, de textes, de vidéos, etc. Et qui vont reprendre des points précis du métier. Donc, on va retrouver déshabiller, habiller une personne dépendante, la continence urinaire, etc. Et nous, on a également créé des vidéos pour faciliter l'utilisation de l'application.
Et voilà, c'était un gros tour assez général de l'application. Et voilà. Et je reviens bien sûr sur la présentation. Hop. Est-ce que tu veux encore nous partager Le une PowerPoint? chose avant que... Ouais, le PowerPoint, puisque tu avais encore une ou deux choses à ajouter avant qu'on bascule sur du moins high-tech, mais du plus papier avec Caroline et Isabelle. Yes. Mais ça compte aussi. Hop. Bah, il en faut pour tout le monde. Non, et je voulais juste finir avec ça parce que c'est quelque chose qu'on a fait il y a 1 an maintenant. On a réalisé une mesure de l'impact social de notre solution auprès de nos utilisateurs, dont la structure de Camille. Et donc, on a une entreprise externe qui a fait tout un questionnaire, cette fois-ci pour les intervenantes et les responsables, et pour leur poser des questions un petit peu sur ce qui avait changé Minity pendant une utilisation pendant une année. Et donc, on a vu une préservation, une restauration du plaisir de l'AVS à exercer son métier, ce que disait Camille tout à l'heure, une montée en compétences dans sa pratique professionnelle, en partie grâce au micro-learning et à la confiance que cela peut donner parce qu'on peut facilement avoir accès à la formation et le mettre en pratique directement. Et donc, alors ça, c'est à terme, mais une réduction du taux de turnover. Et ça, je crois que souvent, dans le domicile, on est content de l'entendre. Pour les bénéficiaires, enfin les clients bénéficiaires, c'est un gain de temps pour eux. Ils ont moins besoin de répéter les choses. Ils ont un accompagnement qui est plus personnalisé. Et j'arrive pas à lire ce qui est écrit au bout. Et réduction du taux de sinistralité. Donc voilà. On a pour les responsables ensuite les transmissions instantanées, tout ce qui va être la gestion autour des bénéficiaires, que ce soit la coordination d'équipe. Forcément, l'échange est bien meilleur. Donc forcément, la coordination d'équipe et ce renforcement dans l'esprit d'équipe aussi est plus fort. Et donc, tout ça va amener à une qualité de vie au travail qui est meilleure. Et ça aussi, je crois qu'on est quand même assez fiers de pouvoir avoir ces résultats-là grâce à Minity parce que voilà, c'est pas évident. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc, voilà, on est très fiers de pouvoir le dire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et voilà. Merci beaucoup, Adrien. À la fin de notre présentation, vous verrez, pour aller plus loin, alors c'est vrai qu'on doit être très condensé dans ce qu'on vous explique, mais l'idée, voilà, c'est de vous en parler, de commencer peut-être à faire émerger des petites ampoules dans vos têtes et que si vous avez envie de vous renseigner un peu plus, vous pourrez le faire dans un autre temps. L'idée, c'était de vous apporter un témoignage sur cet outil-là, puisque c'est vrai qu'on est partenaire de Minity et que nous, on trouve que c'est un bel outil digital et on a un enjeu de transformation digitale qui est quand même là, il ne faut pas le nier. Et en même temps, moi qui suis très cartésienne, j'aime le papier, j'ai encore besoin du papier. Et il y a aussi la question de comment on arrive à travailler sur cette démarche centrée sur la personne avec des outils papier au quotidien dans des pratiques professionnelles. Et donc là, mon idée, c'est de laisser témoigner Caroline et Isabelle sur la même chose que Camille, un peu, les enjeux que cet accompagnement centré sur la personne a amené pour vous dans la pratique, en sachant que on est partenaire aussi de votre habitat partagé parce qu'on y croit et que c'est un vrai beau projet et qu'on vous accompagne depuis le début. Donc, les enjeux au sein de l'accompagnement de la maison et puis derrière, les outils que vous avez, vous, mis en place pour essayer de répondre à cette démarche-là, en tout cas, et d'y travailler. Donc, je vous laisse la main, Caroline et Isabelle. Oui, merci. Donc, effectivement, pour redonner le contexte, du coup, on travaille au sein d'un domicile partagé sous forme de colocation. Donc, en fait, ce sont 10 personnes âgées qui ont toutes des troubles cognitifs qui cohabitent avec chacune leur chambre en partie privée et le reste en partie commune. Voilà, pour vous donner un peu le contexte, il y a un jardin tout autour qui est libre d'accès et des auxiliaires de vie qui sont là 24 heures sur 24 et donc qui sont salariés d'un service d'aide à la personne prestataire qui s'appelle CK Service et qui sont toutes formées à l'approche Montessori, enfin tous formés à l'approche Montessori. Voilà, pour vous donner le contexte, donc on se situe sur une approche domiciliaire. C'est vraiment le fonctionnement du domicile
avec la mise en commun de la présence des personnes, du personnel. Voilà. Maintenant, voilà, effectivement, le projet, on l'a conçu avec cette approche centrée sur la personne. C'était vraiment une manière de répondre aussi à certaines problématiques de l'accompagnement des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc voilà, et du coup, j'ai plus axé sur les outils, c'est ça, Shirley? Ouais. Mon Mets ton micro était coupé. Déjà, c'est vrai que vous avez créé des outils aussi en lien avec la formation et l'idée d'axer vraiment sur la personne. Moi, je voudrais savoir en quoi, pour vous, aujourd'hui, dans votre fonctionnement, c'est important de travailler de cette manière-là, déjà. En fait, c'est pourquoi travailler avec cette approche-là centrée sur la personne? C'est vraiment parce que pour nous faciliter la tâche. Voilà, justement. Parce que du coup, en allant chercher ce qui va faire sens chez elle, en respectant ses habitudes de vie, en allant recueillir peut-être une histoire de vie dans la famille, et ben, ça va nous permettre de comprendre certains comportements ou certains fonctionnements de la personne et donc de nous faciliter en tant que professionnels, mais aussi de faciliter le fait qu'elle se sente vraiment chez elle, parce que c'est quand même pas son domicile historique du coup. Et l'enjeu, c'est qu'elle se pose dans cette maison et que celle-ci devienne chez elle. Et donc pour ça, ben, forcément, c'est hyper important pour nous d'aller s'appuyer sur tout ce qui fait qu'elle est elle, tous les petits éléments personnels, la manière de ranger ses affaires, la manière de son rythme de vie, voilà, les allers-retours dont elle a besoin dans la maison, dans le jardin, voilà, toutes ces choses-là qui vont permettre que effectivement elle va investir ce lieu comme chez elle. Ça, c'est vraiment voilà les deux gros enjeux, on va dire. Et donc, nous, voilà, c'est le postulat de base hein, du projet. Donc, c'est quelque chose qui est, dès le début, qui est ancré dans le fonctionnement et qui, pour autant, demande d'être nourri. C'est pas une évidence, c'est pas acquis. C'est un chemin en permanent et il y a bien des fois où voilà, il faut revenir sur l'essentiel, sur les bases. Il faut avoir une petite piqûre de rappel par AGED sur Montessori, un petit webinaire, quelque chose, ou un projet aussi, un projet d'activité qu'on va mener vraiment avec cet esprit-là et qui, du coup, va nous remettre dans la dynamique. Ouais. Voilà. Et là, tu es en lien avec le projet personnalisé, dans cette idée d'un projet d'activité en lien avec qui est la personne, puisque c'est quand même normalement l'idée de l'objectif de ce que tu proposes à quelqu'un, quel type d'activité en lien avec un objectif qui est nommé dans le projet personnalisé. En fait, c'est vraiment comment on arrive justement à définir la tâche en fonction de la personne et pas définir la personne en fonction de la tâche. C'est un petit peu différent. Mais voilà. Et du coup, alors on en a parlé un peu toutes les deux, hein, mais il y a des outils que vous avez, vous, essayé d'élaborer, de mettre en place en partant de ce qu'on vous a donné un peu en formation, je sais, mais voilà, j'aimerais bien que vous puissiez en parler un peu toutes les deux de ces outils-là. Je ne sais pas si tu veux qu'on les montre dans les slides, parce que j'ai fait deux slides. Je veux bien, ouais, comme ça. Il y a celle-ci, par exemple. Tu veux, Isabelle, en parler de celui-là? En fait, c'est vrai que comme on travaille en équipe, c'est régulièrement les mêmes personnes, mais on a mis quand même en place à la base un support qui est rempli par rapport aux habitudes de chaque personne, parce qu'il faut qu'on s'habitue petit à petit, chaque personne, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle arrivée également, c'est pas forcément évident, mais on s'adapte en découvrant justement toutes les informations qu'on peut regrouper sur leurs habitudes qui viennent ou des personnes ou des habitants qui viennent vivre ici, ou bien de leur famille également, qui nous donnent pas mal d'informations. Ça nous permet de nous adapter plus facilement à eux et de les aider aussi beaucoup plus facilement à tous les jours, au quotidien, dans ce qu'ils aiment faire ou dans ce qu'ils peuvent faire et dans ce qu'on peut améliorer avec eux ou leur faciliter
la tâche sur le plus de choses possible. Donc, c'est des supports qui nous rendent bien service et bien sûr qu'on modifie aussi en fonction du temps passé de chaque personne parce que il y a des évolutions forcément, hein. Ça peut être des évolutions positives ou non négatives, malheureusement, mais on s'adapte par rapport à toutes ces informations que l'on peut regrouper. Alors, ce qui est intéressant là dans le support qu'on voit, c'est que vous avez fait le choix quand même de lister. Donc, il y a un petit encart sur l'histoire de vie, mais j'aime bien, il y a cette colonne des capacités préservées, donc qui est là et qui ressort sur des capacités de la personne. Alors, pas forcément en lien avec notre grille des capacités préservées, mais en tout cas, le mot est posé et c'est quelque chose que vous allez observer. Et puis, il y a cette notion de j'aime et de j'aime pas qui reprend un peu la catégorisation. Comment vous en êtes venu à mettre ça en avant, du coup En fait, l'idée de cet outil, c'était aussi de se dire quand il y a des nouveaux intervenants au domicile partagé, parce qu'on reçoit beaucoup de stagiaires, ou des bénévoles, des services civiques, et puis des remplaçants, nouveaux intervenants, qui puissent facilement pas être vierge et démunis face à la personne. Et donc, c'était que visuellement, il y a ces couleurs-là, et puis j'aime pas, à partir de la catégorisation Montessori, c'est assez facile, c'est assez simple à comprendre. Et donc, en fait, on part pour faire ce j'aime pas, il y a deux outils pour finaliser ce document-là. Le premier, c'est un livret des habitudes de vie qu'on demande à la famille de compléter avec la personne, et j'insiste bien là-dessus, avant qu'elle arrive. Donc, je leur dis, c'est très long, ça peut prendre plusieurs séances, en plusieurs fois, mais j'insiste, faites-le avec elle. Et la deuxième chose, c'est quand la personne arrive, c'est l'observation. C'est aussi beaucoup, quand ta personne arrive, aller tirer les fils, proposer des choses, ça marche, ça marche pas. Ça pourrait marcher, mais là, il faut voir, il faut réadapter, ou peut-être pas maintenant. C'est beaucoup l'observation et la discussion qui vont nous permettre après d'abonder sur ce j'aime pas. L'alimentation, on le fait parfois parce qu'on fait sur l'atelier menu où on a vraiment le vrai outil de catégorisation j'aime pas tel plat. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça change énormément, c'est très fluctuant. Et ensuite, pour certains, ils ne sont pas forcément à l'aise avec cet outil de catégorisation, comme on l'a montré tout à l'heure. Et donc, c'est beaucoup dans la discussion, dans l'échange et dans l'expérimentation où on va voir si effectivement la personne aime ou aime pas. Parce qu'elle elle va peut-être mettre une étiquette j'aime, puis quand on lui présente le plat, en fait, elle n'aime pas du tout. Voilà. Et l'inverse aussi est possible d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'après, la daube de bœuf que vous me présentez en photo, elle a quand même peut-être pas la même tête que ce que je vois en face de moi dans le plat ou de l'imaginaire que j'ai, moi, du plat en question avec la manière dont je le cuisinais et dont vous cuisinez. Il peut y avoir une différence, c'est ça? Exactement. Il y a une différence entre ce qui est imaginé et la réalité. Et des fois, des difficultés de projection, tout simplement aussi. Mais en fait, c'est quoi déjà ce plat? Je ne sais plus. Je vais dire oui, mais... Voilà. Mais au moment où je le vois, ça me séduit moins. Voilà, ouais, c'est ça. On a quand même l'avantage de tout préparer sur place, comme à la maison. Hein. Donc, c'est vrai que généralement, les assiettes sont bien vides à la fin des repas. Quand même. Ouais. Comme quoi, avoir du contrôle sur son... Et que ce qui est agréable aussi, c'est qu'ils nous disent que, voilà, que c'est bon, que ça leur plaît. Donc, il y a un retour aussi de la personne qui est positive. Voilà. Et on en revient au fait d'avoir aussi un rôle à jouer dans cette préparation de repas, qui fait que c'est complètement différent dans le fait de s'approprier après, derrière ce moment-là aussi. Et l'autre document que je voulais présenter, c'était sur la page d'après, c'était plus tout ce qui touche aux habitudes de vie et aux routines ou l'accompagnement au coucher. Alors, je l'ai pris parce que je trouve ça intéressant. J'ai surligné des petites choses qui, voilà, vous avez là notamment le fait que cette personne, elle peut se changer plusieurs fois par jour. Ouais, bah oui, c'est OK. Au lieu de se dire, elle est désorientée, elle se change plusieurs fois, bah, peut-être que c'est aussi une habitude. Je vois, il y a des moments de journée, en fonction des moments de journée, il y a des petites habitudes comme ça. J'aime bien l'idée de l'habitude de laver son petit linge au lavabo, qui colle aussi à des routines de fonctionnement, alors qu'on a moins aujourd'hui dans nos jeunes générations, mais
qui colle à aussi des fonctionnements de génération ou la notion de se couche seul, de laisser la possibilité à la personne de, voilà, elle va le faire seule, donc c'est noté. Voilà, on peut peut-être juste dire une phrase, mais dans tous les cas, ça, elle le gère. Et en même temps, à côté, sur les routines, il y a l'idée de laisser du choix sur la manière de proposer, de comment on repropose. Alors, très en lien avec les principes Montessori aussi, mais je trouve ça intéressant que ça ressorte vraiment dans les routines, là. Voilà, avec ce petit plus. Je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus sur ce document-là, mais je trouve ça, voilà, je trouve ça pas mal. Isabelle. Par rapport à toutes ces informations, oui, c'est vrai que c'est au quotidien. Au quotidien, en fait, on fait en fonction de chaque personne parce que malgré les troubles, chaque personne est différente et chacun a ses habitudes et on essaye de conserver justement avec eux les habitudes qu'ils peuvent avoir tout en aidant ou en facilitant en fait plutôt les choses pour eux. Il y en a, ça peut être pour la toilette, d'autres au moment de passer à table, je ne sais plus comment je m'y prends, donc on refait des gestes, des mimes, hein, ça nous arrive aussi. Voilà, c'est toutes ces petites choses au moment de la journée qui font que on essaie d'améliorer un petit peu le quotidien. Et ce qui est aussi positif, c'est qu'on s'aperçoit par rapport à tout ça qu'il y a sur certaines personnes qui étaient réticentes au début à rentrer dans ce type de structure parce que n'étant plus dans leur maison, au bout d'un moment, en facilitant les choses, nous disent heureusement que vous êtes là pour nous aider parce que je ne pourrais plus le faire seule. Donc voilà, se rendre compte aussi, malgré tout, au fur et à mesure, quand on est là pour améliorer leur quotidien, ne serait-ce que par un merci de leur part, ça prouve que quelque part, il y a du positif dans ce qu'on propose toute la journée avec eux. Voilà. Il y a une relation de confiance qui se crée. C'est ça, ouais. Et c'est valable aussi avec les familles. Ouais. Certaines familles viennent plus régulièrement que d'autres. Il y en a avec qui on échange énormément et qui limite passeraient bien plus de temps à discuter avec nous la journée pour échanger sur la personne de leur famille qui habite ici. Ouais. Donc, on a déjà eu la chance. Ça fait partie aussi des habitudes de vie parce qu'à chaque fois, ils nous racontent des nouvelles choses et on en tient compte aussi. Bien sûr, ça nourrit tout ça. Sur papier, quoi, parce que finalement, à chaque fois, il y a des nouvelles choses et on en apprend encore tous les jours sur chaque personne, en discutant avec les familles. Parce qu'on est très ouvert de ce côté-là. Qu'il y ait du bien, du positif ou du négatif, c'est vrai que c'est important d'en parler et de ce côté-là, je pense que voilà, ils apprécient aussi. Ouais. Et heureusement qu'on en apprend tous les jours. Sinon, ça serait dommage. Oui, c'est pour ça que malgré ce qu'on écrit, c'est bien parce que ça aide en fonction des nouvelles personnes qui viennent travailler dans la maison ou accompagner les habitants, comme disait Caroline, les bénévoles ou autres. Mais en même temps, oui, il n'y a pas que l'écrit, il y a aussi le dialogue au quotidien. Ce qui est le plus compliqué, pour revenir un peu aussi à ce que tu as présenté, Charlie, tout à l'heure, avec des personnes qui ont des troubles cognitifs très avancés et qui arrivent déjà avec des troubles cognitifs très avancés, qui ne peuvent plus verbaliser, qui vont même avoir du mal à faire un choix, en fait. Là, ça va être vraiment très difficile. On s'appuie donc beaucoup sur les familles pour avoir des éléments. Mais c'est difficile parce que du coup, les goûts, les envies sont fluctuants. Et donc, même si on connaît, si on a beaucoup d'éléments, ça reste assez théorique. Et donc, quand on est face à une difficulté comme de l'agressivité ou un refus, là, ça va être très difficile. Et malgré tous ces outils, on est parfois, on bute pas mal. Donc, on travaille. On a un autre outil qu'on n'a pas présenté là, qui est l'outil d'analyse des situations problématiques. Et qui permet de revenir, toi tu l'appelles autrement, Shirley, je crois, mais en gros, qui permet de focaliser sur la difficulté. Pourquoi des fois ça se passe bien et qu'est-ce qu'il y a quand ça se passe bien?
qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce qui ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en œuvre de manière réaliste ou pas. Et voilà. Et donc ça, c'est un outil aussi qu'on utilise beaucoup dans les situations difficiles. Mais comment affronter le problème aussi quand Ouais, il y a un cas comme ça, parce que c'est vrai que les moments où il y a un déclenchement d'agressivité, on ne sait pas ce qui l'a déclenché forcément sur le coup. Bien sûr. Parfois, on peut le découvrir et c'est avec tous ces outils et toutes ces informations ou avec les familles qu'on arrive un peu à savoir pourquoi et par moment, on agit comme on peut. Il faut aussi reconnaître Bien les sûr. choses telles qu'elles sont parce qu'il faut être devant le fait accompli et c'est pas évident quand il faut canaliser tout le monde parce que ça peut vite dégénérer. Et alors, je m'excuse, mais je vais devoir limiter notre fin d'échange parce qu'il nous reste 5 minutes et on avait un temps de questions-réponses qu'on voulait proposer aux participants. Et en même temps, je vous remercie pour ce témoignage. Alors, sur la notion de comportement réactionnel, en effet, il y a toute une démarche aussi sur comment prendre du recul et analyser ce qui se passe pour comprendre. Et il est évident que ce que vous avez présenté, c'est une base de travail qui vous aide et qu'après, toute l'observation et toutes les discussions que vous allez pouvoir amener vont être essentielles pour le résoudre. Et il y a la gestion de l'urgence à l'instant T et puis il y a à froid comment on y réfléchit. Je sais qu'avec Caroline, on parle souvent de situations que vous pouvez rencontrer, comme vous va amener une vision un peu distante de tout ça, parce que, bah oui, Isabelle, quand on est dedans, on est dedans. Et il faut Voilà. gérer ce qui se passe à ce moment-là. Donc voilà, je vous remercie en tout cas toutes les deux. Je suis désolée, mais je dois être maître du temps, sinon je pense que les gens vont nous quitter au fur et à mesure. Moi, je voudrais donc vous remercier de votre témoignage, remercier ceux qui sont derrière l'écran pour leur écoute. On a 5 minutes. Si parmi vous, des gens avaient des questions un peu plus précises, je crois que Véro m'a dit qu'il n'y avait pas de questions qui étaient venues au fil de la présentation. Est-ce que là, voilà, les personnes qui sont là ont envie de poser une question ou juste nous mettre un petit mot pour nous dire au revoir, pour nous demander s'ils ont aimé, si voilà, ils aimeraient le refaire. Nous, on vous partage quelques-unes de nos actualités en attendant, notamment, voilà, on a en juin, on a Cameron, qui est donc la personne à l'origine de la méthode adaptée pour les personnes âgées que je vous ai présentée en début de webinaire, qui vient faire une formation du côté de Montpellier. Il y a des formations proposées ouvertes à tous aussi en inter les 23 et 24 octobre sur cette méthode, mais accès domicile. Là, ça sera moi qui l'animerai. On a des collaborateurs internationaux dont on parle aussi, puisque Montessori, c'est à travers le monde. Et ça, c'est plutôt une chance qu'on a. Voilà. On a un petit message d'Héloïse qui nous remercie. Merci Héloïse aussi d'être venue à SGO PASA, c'est chouette. Si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, il y a notre site internet, il y a des livres que vous pouvez retrouver un peu partout. On a un e-learning aussi qui s'est développé sur notre site si vous voudriez vous former d'abord de manière digitale. On est présent sur Facebook, enfin voilà, les réseaux sociaux. On a des vidéos sur YouTube aussi. Alors, on fait plein d'autres webinaires. Comme dit Véro, on les enregistre et on les met à disposition. N'hésitez pas à aller voir les autres thématiques qu'on propose. Montessori, l'accompagnement de la vie jusqu'à la fin, le projet personnalisé, enfin voilà. Ça peut être aussi des bons moyens de communication à partager avec les familles qui voudraient en savoir un peu plus, qui ne connaissent pas et qui sont connectés aussi aujourd'hui. Donc, qu'ils aillent sur cette chaîne YouTube pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Karine, merci aussi à vous. L'accueil de jour, d'accord. Ah, il y a une question par rapport à l'application de Sylvie Adrien. Je ne sais pas si tu la vois. Oui, je la vois. Existe-t-il la possibilité de bloquer les informations confidentielles? Alors, pour bloquer les informations, donc, toutes les informations du profil sont accessibles aux intervenants et aux proches et aux responsables, bien évidemment. Et après, le seul moyen de bloquer des informations, ça va être en choisissant à qui on s'adresse, si c'est aux proches ou aux intervenants. Voilà. Vous répondez aux normes RGPD, de toute façon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. On est 100% RGPD et l'application, il faut s'y connecter avec un mot de passe. Voilà, donc non, bien sûr, on est totalement RGPD. Voilà, super. Merci. J'espère que ça a répondu à votre question. J'espère aussi.
Et puis, merci aux autres pour leurs remerciements. Merci de votre fidélité pour ceux qui reviennent. Pour aller plus loin avec Minity, pareil, là, Adrien. Vous avez mes informations là, vous avez mon contact, vous pouvez me passer un coup de téléphone ou m'envoyer un mail. Voilà, petit détail, si vous êtes en région parisienne, on forme en présentiel à l'outil. Donc voilà, c'est un peu plus simple, on vous aide à le mettre en place. Et on a 2 mois de test offerts et pendant lesquels on vous accompagne, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas et vous avez notre petit site web, minity.fr. Et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, je ne l'ai même pas mis, mais vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, on essaye de poster régulièrement. Donc voilà. Super, merci Adrien. Merci à Caroline, merci à Isabelle de nous avoir accordé du temps. Et merci à Véro d'avoir été notre modérateur. Avons-nous la possibilité de revoir cette formation ou d'avoir le doc partagé? Sur notre chaîne YouTube, vous pourrez revoir le webinaire qu'on vient de faire ensemble, qu'on vient de passer ensemble. Il sera accessible. Il faut juste nous laisser un petit peu de temps pour le mettre en forme. Et oui, il le sera. Voilà. Et je finis avec juste une petite citation. Ouais. Ouais, c'est à toi. De dire que, voilà, une citation de Maria, donc il y a plus de 100 ans, mais de dire qu'un tel changement social ne peut pas venir des idées ou énergies d'individus isolés. Donc, on n'a pas envie de faire ça tout seul. C'est pour ça qu'on fait ça et qu'on en parle avec vous lors de webinaires aussi. Mais seulement de l'émergence lente et régulière d'un nouveau monde au cœur de l'ancien. Donc, voilà, on va continuer nos jeudis Montessori et lentement mais sûrement, on espère en tout cas faire émerger des idées et des envies. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes et d'être encore là, une heure relativement tardive. Merci beaucoup, Caroline et Isabelle, de votre témoignage. Merci. Camille est partie. Merci beaucoup, Adrien. Je sais que Katharina est encore là. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, c'était une magnifique rencontre pour ces développements. Et puis, pour ceux qui nous ont posé les questions des webinaires, s'il y en aura, etc., on vous fera une communication, mais je pense après les vacances d'été, de nouveaux webinaires qu'on va reproposer. Et si les uns et les autres, même, vous aviez des thématiques qui vous passent en tête, où vous pourriez avoir des informations, alors bien évidemment autour de Montessori ou de récupération espacée, parce que c'est nos axes de développement, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur notre boîte mail contact en disant, tiens, si vous avez un jour l'idée de faire telle thématique, on verra en équipe comment on peut répondre mieux à vos demandes. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, merci aux fidèles qui viennent et reviennent. Donc, je crois que ce qu'on amène, merci beaucoup, Shirley. Merci à vous. Fait cette belle présentation. Et c'est toujours un plaisir d'être là. Et je vois juste une question de Fanny sur est-ce que l'application est gratuite ou accessible par les employeurs? Je vous invite à aller vers Adrien pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. N'hésitez pas, voilà. Envoyez-moi un mail et on aura l'occasion d'échanger. Ou alors sur notre site, vous trouverez tout ce qui est nécessaire. Voilà. Super. Merci à tous. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Merci pour l'invitation. Au plaisir de vous retrouver. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir à tous. Merci.